Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Eh bien, le bonjour. Comment ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va bien. Oui, vous êtes lumineuse aujourd'hui, les vraies voix sont... Et pourquoi aujourd'hui? Comme d'habitude, mais encore plus aujourd'hui. Et les vraies voix ont l'air en pleine forme, donc c'est parfait. Ça, on peut le dire. Tu vas voir ce que tu vas ramasser. Philippe Bilger a l'air dubitatif. Sur oui. le... Ah non, mais pas du tout, ma chère Cécile. En tout cas, merci de nous écouter tous les jours. Merci d'être de plus en Quel plus courage nombreux. vous avez. Merci beaucoup de vous être abonné à notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. Vous appuyez sur abonner, vous allez voir des choses magnifiques. Vous allez nous voir. En vrai aussi, ça c'est plutôt magnifique, pas mal. Enfin, ça dépend des fois. Ça dépend des heures. En tout cas, bienvenue dans cette émission. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Au sommaire de cette émission, on reviendra d'abord sur le discours de Fabien Roussel. Peut-il faire revenir à gauche les classes populaires? Fabien Roussel, réélu à plus de 80% des voix à la tête du Parti communiste français ce lundi à Marseille. Il veut convaincre à nouveau une classe ouvrière abandonnée par la gauche et qui s'est tournée vers l'extrême droite, Philippe. Oui, Cécile, et il veut créer cette nouvelle union de la gauche en allant au-delà de la NUPES. Alors, est-ce que pour vous, Fabien Roussel peut réussir dans cet exercice de faire revenir les classes populaires vers la gauche puisqu'elles votent massivement aujourd'hui pour le Rassemblement national? Ou est-ce que pour vous, c'est fini, les classes populaires ne reviendront pas? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et à cette question qui est postée sur notre compte Twitter, sur Sud Radio, le discours de Fabien Roussel peut-il faire revenir à gauche les classes populaires? Vous dites non à 71%. Et puis Édouard Philippe, le leader naturel de la majorité, c'est la question que l'on vous pose pour le coup de projecteur des vraies voix. Les Français ont une bonne opinion d'Édouard Philippe selon le sondage IFOP Fiducial réalisé pour Paris Match et Sud Radio. L'ancien Premier ministre est d'ailleurs la seule personnalité politique à dépasser la barre des 50%, Philippe. Oui, 55%, Cécile. Et les semaines se suivent et se ressemblent avec les sondages IFOP pour Sud Radio, puisque la semaine dernière, seul Édouard Philippe semblait être en capacité d'empêcher un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Alors, est-ce que pour vous, c'est un sondage IFOP, absolument, est-ce que pour vous, Édouard Philippe est le leader naturel de la majorité? Que ce soit oui, que ce soit non, encore et toujours un seul numéro, le 0826 300. Édouard Philippe est-il le leader naturel de la majorité? Notre question du jour sur notre compte Twitter pour ceux qui votent est un grand non à 91%. Bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est de retour de son escapade, président de l'Institut de la Parole. À l'île de Ré, c'est divin et je n'ai pas besoin là-bas de démontrer que CNews est une excellente chaîne. Ah d'accord. Pourquoi tu dis ça? Sud Radio. Non, j'y pense parce qu'à d'autres endroits, il faut que je développe une argumentation. Est-ce que ça a un rapport avec le revenu moyen des gens qui habitent à l'île de Ré? Une homogénéité sociale très agréable. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire, en gros, résume-nous, c'est quoi l'homogénéité sociale? Si on va sur ce terrain des privilégiés qui pensent bien. Allez, d'accord, bien sûr. Allez. Françoise Devoix est de retour, vous l'avez compris, éditorialiste Sud Radio et LCI. Je vous rappelle quand même, c'est toujours son livre, L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb. Ça va, Françoise? Vous savez que j'ai un scoop sur Françoise Devoix. Elle est en train d'écrire son autobiographie qui s'intitule La femme qui n'avait jamais eu d'amis. Mais vous l'avez déjà faite celle-là. Non, je l'ai jamais faite à l'antenne. Et on avait déjà Paris. Non, je l'avais jamais faite à On l'antenne. n'avait pas trouvé ça drôle. Je sais pas, qu'est-ce que tu vas écrire? Toi, c'est le livre du néant, toi. Minimum. Et Une page blanche pendant 477 pages. Allez, et Frédéric Dabi est avec nous. De la place à l'inspiration. Le directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir. Il est venu avec le roi David, moi j'aurais écrit comme livre. Qu'est-ce que vous parlez bien? C'est ça. Glace, flattez-moi, c'était la plus des grandeurs hier. Et les amis, Abdelak est avec nous, qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelak. Et bonsoir. Bonsoir monsieur. Salut Abdelak. Nous, on est très heureux de vous accueillir. Comment ça se passe dans les Landes? Écoutez, on espère, on a le soleil d'abord, ça pour voir les météos. Oh, ça va, c'est pas la peine de nous jeter votre bonheur au visage. Et puis on va encore être en finale de la Pro D2, tout simplement, on me dit, voilà. Donc, C'est bien ça. Et vous restez avec nous, Abdelak, puisque vous allez pouvoir jouer contre l'une de nos vraies voix aujourd'hui. Et on a une petite surprise pour vous. Bonsoir, qui est bonsoir. Bonsoir. Quelqu'un en direct avec nous, bonsoir. Quelqu'un qui chante très bien. Oh mamie. Oh mamie, mamie. Nicoletta. Nicoletta. Oh mamie, mamie. Nicoletta qui
est avec nous et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Nicoletta. Merci beaucoup, merci beaucoup. On vous aime tellement. On est bien entendre ça, vous savez. On s'en lasse jamais. Mais c'est vrai, c'est incroyable. Je suis très heureuse. Malheureusement, j'ai pris un âge de plus. J'ai une saison de plus. Mais c'est pas grave. Dans mon cœur, j'ai toujours 20 ans. Et je suis toujours aussi gaie. Et surtout, je fais un petit repas en famille. Et je suis très contente parce que c'est mon Jules qui fait la cuisine. Et c'est ça que je fais. Moi, je fais rien. Je fais la décoration, c'est tout. C'est bien. Et c'est merveilleux. Je vais être avec mon fils. Et puis, j'ai reçu beaucoup de fleurs, beaucoup de témoignages d'amitié de mes amis. Et de mes fans aussi. Et dans la rue, tout le monde me dit bonjour et me souhaite bon anniversaire. Mais c'est merveilleux d'être célèbre. C'est extraordinaire. Philippe je peux témoigner pour l'avoir vu au moins 2 fois chez Babette de Rovière. C'est une personne infiniment sympathique. Elle est trop mignonne. Je voulais dire que Mamie Blue, c'est une chanson qui, moi, à chaque fois, me fait pleurer. Je pense que j'ai dû l'écouter 4000 fois. Enfin, comme tout mais moi, le Mamie Blue avec Joey Star, j'adore. D'accord avec toi. Avec Nicoletta, magnifique. Il y a un duo, Joey Star et Nicoletta. Quelle merveille. Notre Nicole adorée, alors vous serez à Contes samedi 15 avril. Je suis à Contes, c'est au-dessus de Nice et je suis au centre culturel, voilà. Je vais m'exprimer uniquement avec un piano. Vous savez, j'ai sorti un disque l'année dernière, voix et piano, amour et piano, et je fais une petite tournée avec ce système-là et je m'en réjouis et c'est formidable. J'ai un pianiste extraordinaire qui est allemand et qui joue vraiment bien, c'est un régal. Et il joue juste, c'est ça qui est bien. J'espère que vous viendrez nombreux. Voilà. Si le pianiste joue faux, c'est dur pour la chanteuse. Ce seront des bons comptes. Voilà, ce seront des moi bons je comptes. ne fume pas, je ne fume pas. Bah ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Nicoletta. C'est moi que merci. Bon Gros bisous bisous à tous. Bon anniversaire et beaux concerts et à très bientôt. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre le Front républicain et vous posez la question, qui y croit encore? Oui, j'ai l'impression que, enfin, j'ai lu des sondages ce matin et que plus personne n'y croit, même à droite de moins en moins et à gauche également, semble-t-il, on n'y croit plus trop. Il est vrai que le Front républicain, c'était au nom de l'idéologie contrastée parfois, une volonté de battre en brèche le résultat démocratique. C'était fausser les règles du jeu républicain et je suis heureux que le Front républicain décède. Il est quasiment mort. Non, je ne crois pas. Je pense qu'au momentum, il sera là. Parce que je pense qu'il y a un surmoi en France qui fait que l'extrême droite... il y a quelque chose en France qui fait qu'on ne veut pas que l'extrême droite arrive à l'Élysée. Donc le Front républicain, pour le moment, c'est juste encore une histoire à dormir debout et à nous expliquer que on va encore avoir le seul candidat qui peut battre Marine Le Pen. Moi, je pense vraiment qu'il existe dans chaque Français, il y a un surmoi profond qui fait que l'extrême droite n'est pas élue. Mais je ne pensais pas qu'à l'extrême droite, hein, ma chère Françoise. Non, mais moi, je ne pas en général. Frédéric, je suis content d'être venu pour prendre la parole entre ces deux monstres sacrés. Non, 3 petites remarques. Déjà, ce terme de Front républicain, je suis frappé de voir que c'est très utilisé par les médias depuis les années 80. C'est très peu repris par les Français. Dans les enquêtes qualitatives, le terme n'a pas été très approprié. Je dirais de manière un peu abrupte, pour moi, il est mort au soir du second tour des législatives de 2022. Pourquoi ? Parce que ce qui avait été immuable depuis une trentaine d'années, depuis Yann Pia dans les années 90 jusqu'à un second tour en 2017, qui était que dans un duel de second tour FN contre X, un candidat FNRN contre X, le FN était systématiquement battu. Les 88 sièges ont montré qu'il était mort. Mais je rejoins ce que dit Françoise. Pourquoi la France n'est pas l'Italie ? Pourquoi une automaticité, Giorgia Meloni, première ministre, elle n'a pas été élue. Elle était à la tête d'une coalition qui l'a emportée. Versus Marine Le Pen n'est pas tout à fait automatique. C'est parce que au second tour, il faudra que Marine Le Pen ait 50% plus une voix pour gagner. Et on sait très bien qu'il y a cette logique qui avait été théorisée par Guy Mollet, qui avait été repopularisée dans les années 90 par Charles Pasqua. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Donc la logique d'élimination, mais
trouve quand même que ce Front républicain a sérieusement du plomb dans l'aile. Et en tout cas, vous restez avec nous, 0826 300 300, vous avez la parole, bien entendu, jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Et on va revenir dans quelques instants sur le discours de Fabien Roussel. Peut-il revenir à gauche, faire revenir à gauche les classes populaires? Pour l'instant, vous dites non à 71%. Vous venez nous dire oui et pourquoi non surtout. On vous attend au standard. 0826 300 300. C'est bien, mon petit. Qu'est-ce qu'il est bon, hein. Allez, à tout de suite. On se dit régulièrement avec Philippe Bilger qui parle, qui est là, c'est parce que nous disions que nous adorons, nous adorons la culture populaire et je trouve que la culture populaire est belle, voilà, tout simplement. Voilà. C'est bon? On peut y aller? Allez, avec Philippe David, on est ravis de vous retrouver, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, avec Françoise Degois, bien entendu, avec Frédéric Dabi, aujourd'hui directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Et vos appels 0826 300 300. Les débats sont ouverts, bien entendu. Je pense qu'avec ces 3 vraies voix aujourd'hui, il devrait y avoir un petit peu de débat vu effectivement l'actualité du jour. Et on va en parler justement de cette actu avec Félix Mathieu. Les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et ces 3 mots dans l'actu sont réintégration, solidarité et suivisme. Adrien Quatennens réintégré au groupe LFI de l'Assemblée nationale, décision inacceptable selon un communiqué du PS. À Marseille, 6 corps retrouvés dans les décombres de l'immeuble effondré. Les dons affluent pour soutenir les près de 200 habitants des environs évacués par sécurité. Et puis ces propos avaient fait grimacer en Europe et aux États-Unis. Ne pas être suiviste dans la crise taïwanaise. Emmanuel Macron débute une visite d'État aux Pays-Bas avec des explications de texte au menu. Les vraies voix Sud Radio. Les conditions étaient réunies selon le communiqué de la France Insoumise. Adrien Quatennens rejoint le groupe dont il avait été suspendu en décembre après sa condamnation pour violence sur son ex-épouse. Il a suivi un stage auprès d'associations féministes. Il a aussi fait son mea culpa quant aux propos semblant mettre en cause la victime. Son ex-épouse, justifie le groupe insoumis de l'Assemblée nationale. De quoi provoquer en tout cas un certain malaise au sein de la NUPS. Réintégration inacceptable, réagit le PS dans un communiqué. Guillaume Garot, député PS de la Mayenne, ne veut plus avoir affaire à Adrien Quatennens. Mais nous ne souhaitons pas qu'il soit membre des instances de l'intergroupe. L'intergroupe, c'est l'instance de coordination, de dialogue entre tous les groupes qui forment aujourd'hui la NUPES. Qu'il ait réintégré le groupe LFI. Ça, c'est la responsabilité de LFI. Je vous redis que s'il avait été membre du groupe PS, il en aurait été exclu. Ça, c'est extrêmement clair. Donc, de la même façon, ce que nous souhaitons, c'est de ne pas avoir à travailler avec Adrien Quatennens dans le cadre des instances de l'intergroupe. Voilà le message que nous délivrons à nos partenaires et en particulier à nos partenaires de LFI. C'est très simple et c'est très clair. Le député socialiste de la Mayenne, Guillaume Garot, il réagissait tout à l'heure sur BFM TV à cette réintégration d'Adrien Quatennens au sein du groupe LFI. Si j'étais à LFI, j'aurais voté sa réintégration. Je trouve que le Parti socialiste a tort. Il faut savoir hiérarchiser les choses. Si on considère qu'il faut être dans l'extrême de la rigueur à tout point de vue pour ça, que fera-t-on pour des choses infiniment plus graves? Mais s'il est jugé qu'il a payé sa peine, il a le droit de revenir. Oui, s'il a payé sa peine, mais après politiquement, il y a un gap entre la justice et la politique et la morale. Moi, je suis plutôt sur la ligne du Parti socialiste. Je pense que c'est une faute, qu'on va le traîner, que Adrien Quatennens aurait dû laver son honneur encore une fois en démissionnant. Je sais bien tous les arguments qui ont été émis contre. Je suis plutôt sur la ligne, bien sûr, de Guillaume Garot, plutôt sur la ligne du PS. Quoi qu'il advienne, politiquement, on va le payer très cher. Alors, c'est normal. Je vous promets que je ne ferai pas chaque fois la synthèse parce que je parle en dernier, parce que ça va devenir un peu pénible le côté peut-être pas un oui, peut-être pas non. Non, d'un côté, je vais souvent déplorer ce que j'appelle la javertisation de la vie publique ou de la vie judiciaire. C'est-à-dire, javert parce que Jean Valjean a commis les actes qu'il a commis, un pain et une pièce de 10 sous à un jeune Savoyard, il est réprouvé et condamné à vie. Et ça, je le déplore. Il a été condamné, on peut dire que la peine n'est pas assez sévère. Il a fait sa peine, il a fait 4 mois de suspension. Ok, mais en même temps. Vous pourriez arrêter là, Frédéric. Eh ben, je vais continuer. C'est vrai que, et là je parle pas en mon nom, mais en ce que je regarde de ce que nous disent les Français sur les attentes à l'égard des politiques, bien sûr, la logique, c'est pas le tous pourri, c'est le tous impuissant à résoudre les problèmes du pays, mais il y a une attente d'exemplarité. Et c'est vrai que ce
reforger une légitimité en repassant par le suffrage universel, même si ça n'explique pas tout. C'était peut-être une manière pour lui de revenir définitivement et par la grande porte à l'Assemblée nationale. Maintenant, les leaders du PS, je crois que voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, pardon de vous poser cette question, de dire voilà, toute personne qui a été condamnée, plus jamais à l'Assemblée nationale. Terminé. Pardon, ça règle le problème. Monsieur Madeleine a fait grand bien à la ville de Montreuil-sur-Mer. Il avait été condamné à 5 ans pour avoir volé un pain. C'est un roman, c'est pas la vraie vie. Moi, je crois à la rédemption. Regardez Philippe Maurice. Savez-vous qui est Philippe Maurice? Il avait tué 1 ou 2 policiers. Il avait été condamné à mort. Il aurait dû être guillotiné. Il est devenu un des grands maîtres de l'histoire médiévale. Il a payé sa dette et il a réussi à s'insérer. Mais il y a et on en parlait entre nous pour l'affaire Bertrand Cantat. Il y a peut-être une logique de discrétion, une logique de mise à l'ombre, sans aucun jeu de mots, pendant un délai de décence que peut-être Adrien Quatennens n'a pas respecté, puisqu'on l'a entendu à plusieurs reprises stigmatiser le gouvernement par rapport à la réforme des retraites. Autre sujet, direction Marseille, où l'espoir s'amenuise cruellement, Félix. Les secouristes laissent peu à peu la place aux enquêteurs. 6 corps ont été retrouvés dans les décombres de l'immeuble effondré dimanche. 4 de ces dépouilles ont pu être identifiées. Un homme et son épouse de 74 ans, mais aussi 2 femmes de 65 et 88 ans. Restent 2 personnes toujours portées disparues. Dans les environs de la rue de Tivoli, les habitants ont été évacués par sécurité. La secousse a pu fragiliser la structure des bâtiments proches. Près de 200 personnes ne peuvent donc plus retourner chez elles. Alors les dons affluent, des vêtements, des produits d'hygiène. Épicentre de cet élan de solidarité, la mairie des 4e et 5e arrondissements qui rassemble des dons depuis ce matin. Catherine Met en charge de cette collecte. J'imaginais pas qu'on aurait un tel afflux aussi vite. Dès 8h30, on a eu des gens qui se sont présentés et là ça s'arrête plus. On essaie de s'organiser au mieux. Je fais appel à des collègues pour venir nous aider, pour trier tous ces vêtements. On a énormément de vêtements. Beaucoup de gens très généreux. Des vêtements de saison, c'est à mettre tout de suite, des vêtements en bon état pour hommes, femmes, enfants, bébés aussi. Alors ça va servir aux personnes qui ont été évacuées et qui momentanément ne peuvent pas rentrer chez elles, et n'ont plus du tout accès à leurs affaires. Des produits d'hygiène, alors on n'en a pas encore eu beaucoup, mais c'est vrai que ça c'est important, il faut bien y penser. Et également on nous a dit du lait pour les bébés. Parce que c'est vrai qu'on a déjà eu des collectes pour l'Ukraine, pour la Turquie, la Syrie aussi, donc il y avait déjà, on sait que les gens donnent facilement, mais là en fait ce matin c'est un raz-de-marée. Des propos recueillis par Lionel Maillet pour Sud Radio à Marseille. Et on salue bien sûr la solidarité des Marseillais. On termine par cette nouvelle visite d'État pour Emmanuel Macron, direction les Pays-Bas, après ses propos polémiques sur l'Europe. C'est la première visite d'État d'un président français aux Pays-Bas depuis 23 ans. Elle vient de débuter et devrait largement être axée sur l'Europe. L'occasion de clarifier les propos controversés tenus en Chine. Dans une interview aux Échos, Emmanuel Macron avait appelé les Européens à ne pas être suivistes sur la question des tensions entre Pékin et Taïwan. Le président français appelait l'Europe à ne pas s'adapter au rythme américain ni à une surréaction chinoise. Il en avait appelé à moins dépendre des Américains en matière de défense. Des propos qui ont déclenché un tollé outre-Atlantique où des commentateurs les jugent ingrats. Le Wall Street Journal, par exemple, évoque un raté de la part d'Emmanuel Macron. Oui. Parce que même la presse allemande n'est pas tendre avec Macron. C'est terrible. Je trouve qu'il y a un dérèglement sur le plan de la vision internationale d'Emmanuel Macron, mais je le dis sans condescendance. Il me semble que dans l'avion, lorsqu'on tient ce type de propos, alors que la Chine a manifesté concrètement le peu de crédit qu'elle attache au président français, mais je veux dire, on a l'impression qu'il a perdu la main et parfois l'esprit à chaque seconde. Je pense qu'il a perdu la boussole. Moi, je faisais partie des gens qui n'ont pas critiqué Emmanuel Macron parce qu'il a amené Ursula von der Leyen. J'entendais tout le monde monter sur sa chaise. Mon Dieu, la souveraineté. Non. Évidemment qu'il y avait un rapport de force économique à mettre et qu'on est plus puissant quand on représente les 27 pays de l'Union. Mais il est déboussolé, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire une chose et son contraire. Il n'a pas été un mauvais président sur le plan international, mais c'est absolument pas le président qu'on nous vend en France. Quand vous regardez, vous faites un pas de recul, vous regardez la presse européenne depuis des mois et des années, Emmanuel Macron n'est pas cette espèce de génie qu'on nous présente dans 80% des cas, le type qui est capable, par sa seule volonté, de faire tourner les astres. Qu'est-ce qu'il pensait avec Xi Jinping? Qu'est-ce qu'il pensait vraiment? Il croyait vraiment. L'Élysée nous vendait la veille du départ encore sur la force, sa puissance de persuasion. Regardez dans quoi on se trouve. Je veux bien, moi, qu'on s'éloigne des Américains, mais les Polonais répondent et les Allemands, mais ok, mais qu'est-ce que vous avez comme remplacement sur la sécurité américaine? Frédéric Dabi, il y a deux présidents de la République, en fait. Il y a deux Emmanuel Macron.
Oui, même on peut. Oui, 4. Ça dépend combien, mais c'est vrai que. Ça dépend de quelle heure du jour. Si je comprends votre question, c'est vrai que le regard. La vision des Français, le regard des Français, quand on prend notre baromètre IFOP fiducial pour Match Sud Radio de la semaine dernière sur les traits d'image associés au président, dans une période très compliquée pour lui, la seule dimension pour laquelle il surnage en termes de popularité, c'est sa capacité à défendre les intérêts de la France à l'étranger. Mais d'une part, ça est beaucoup érodé depuis quelques mois, et d'autre part, c'est une sorte de prérequis de bienveillance a priori des Français, puisque tous les présidents, depuis que ce baromètre existe, depuis maintenant 20 ans, c'est-à-dire Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ont toujours eu un crédit à l'international. Il y a eu quelques exemples. François Hollande lâché par l'opinion en 2013 quand il veut intervenir en Syrie, et avec du recul, qu'est-ce que l'intervention aurait peut-être été utile par rapport à tout ce qui s'est passé en 2015 et 2016. C'est Obama qui le lâche. On est bien d'accord. On a trop vite résumé ces chutes de popularité au ras-le-bol fiscal. C'était aussi l'intervention en Syrie. Maintenant, je dirais quand même qu'il y a un puissant courant anti-américain dans le pays, et avoir de manière, je le dis, gaulienne, vouloir mettre à distance les États-Unis. Les Français dans nos enquêtes n'ont pas oublié le mauvais coup des sous-marins australiens, n'est pas si mauvais que ça sur le plan intérieur, même si ça pèsera de manière marginale. Alors, en tout cas, De Gaulle au petit pied, c'est la tête. En gros, c'est l'esprit de tous les éditos ce matin sur Macron qui se prend pour De Gaulle. Enfin, n'est pas De Gaulle qui veut. Dernier point, bien sûr qu'il est rattrapé. J'en parlais avec Félix. Vous allez voir ce soir à la une de tous vos journaux le discours d'Emmanuel Macron à La Haye, accueilli bien sûr par le roi et la reine, le discours totalement perturbé par des manifestants, par des étudiants, avec président de l'hypocrisie et de l'autoritarisme. C'est-à-dire que, voilà, on lui reproche, les étudiants dans leur interpellation, on lui reproche les millions de gens dans la rue, le fait qu'il est d'un autoritarisme terrible. Alors c'est pas grave, c'est pas méchant, c'est pas des étudiants une bronca, mais il y a quand même cette idée qu'il ne peut pas s'échapper de sa vie quotidienne française. Merci beaucoup Françoise Degois. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le grand débat du jour, le discours de Fabien Roussel peut-il faire revenir à gauche les classes populaires? Pour l'instant, vous dites non à 72%. Fabien Roussel réélu à plus de 80% des voix à la tête du Parti communiste. On va en parler dans quelques instants. Vous voulez réagir? Eh ben, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, à tout de suite. Et bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix. Si vous venez de nous prendre en route, bon, on vous prend quand même. Montez à l'arrière, vous allez reprendre, pas depuis le début, mais en tout cas... Faites gaffe, c'est Ménibus qui conduit. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Ménibus, pendant des années, a été pilote de course, mais c'est vrai, je ne plaisante absolument pas. Non, moi non plus. Et donc, en Formule, en super tourisme. En super tourisme, bon, vous imaginez comment elle prend les virages, la nana, avec Philippe David en copilote, et on fait que des dérapages incontrôlés. On dirait les fous du volant. Diabolo et Satanas. Diabolo et Satanas. Ouais, c'est ça. Explique certaines embardées ici. C'est ça. Et justement, ne montez pas avec Ménibus si vous avez cette cardiaque. C'est fou, ça s'appelait Ménibus et être pilote automobile. Allez, nos auditorialistes du jour, Philippe Bilger est avec nous et on est ravis de le retrouver. Françoise Degois, on est ravis aussi. Ça dépend des moments, mais là ça va pour l'instant. Qu'est-ce que vous êtes désagréable dans cette émission? Non, ça dépend des moments. Mais t'es vraiment toi le faux le chouchou. Non, mais on vient de dire qu'on est heureux de vous revoir. Elle a rajouté ça dépend des moments, ce qui n'est pas ton cas, toi. Oui, mais là, ça signifie que toi, vous allez quand même pas me comparer à Philippe Bilger. Si, justement, on est toujours dans la Cécile. Pour vous féliciter. D'un seul coup, Bilger arrive, soleil suprême, rentre dans la pièce. Ouais, c'est ça. Non, je disais ça. Il y a la Corée du Nord et puis il y a ici. Et Frédéric Dabi, heureusement qu'il est là, directeur général. Et je mets un mois pour m'en remettre, en fait, c'est ça le problème. Directeur du pôle opinion de l'IFOP. Allez, bienvenue tout de suite. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le Parti communiste français restera toujours ouvert. Nous appelons à aller plus loin que l'union construite au lendemain de la présidentielle. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais quand même, faut quand même bien changer l'eau de temps en temps. Franchement, regardez ce qu'ils ont fait de notre pays ces dernières années. Ils ont mis la France sur le bon coin. Ils ont vendu le pays. C'est le grand déménagement industriel. Ils ont laissé filer nos usines, notre industrie. Et ils viennent nous parler de souveraineté. Gloire à cette France du travail, la plus belle que nous ayons. Quand elle se met à l'arrêt, c'est toute la France qui est à l'arrêt. Que Bernard Arnault et François Pinault se mettent en grève, tiens. Ça se trouve, ça ira peut-être mieux. Et il n'y aura plus un euro d'argent public, plus une seule exonération de cotisations sociales ou d'impôts
pour une entreprise qui délocalise, qui licencie et qui précarise. Toujours défendre les intérêts de la France, défendre les intérêts du monde du travail et ne jamais laisser l'extrême droite l'emporter. Et ce lundi à Marseille, Fabien Roussel a été largement reconduit à la tête du Parti communiste français. Dans son discours de clôture du Congrès, le secrétaire général du PC souhaite, je cite, convaincre à nouveau une classe ouvrière abandonnée par la gauche avec de très grandes ambitions. Écoutez. Notre proposition, c'est de construire un nouveau front populaire pour bâtir ensemble une France libre, forte et heureuse. Et avec une stratégie, visiblement, Philippe. Oh oui, une stratégie. Est-ce que c'est le retour au Parti communiste de l'époque Georges Marchais, un parti communiste qui reparle aux ouvriers, aux classes populaires, qui parle protectionnisme, qui parle usine, qui parle industrie? On n'est plus dans ce que Serge Moati, un homme de gauche, appelait le boboïsme tragique. Alors est-ce que pour vous, Fabien Roussel peut faire revenir à gauche les classes populaires qui sont massivement parties au Rassemblement national? Vous dites oui, vous dites non. Dans les deux cas, un seul numéro, le 0826 300 300. En tout cas, vous dites non sur notre compte Twitter à plus de 74%. Et on va en parler avec notre invité. Léon Desfontaines est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bon, c'est pas parce que c'est Trotsky, avec nous. Léon, c'est beau, Léon. Secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. C'est très joli, Léon. Philippe Bilger, sur cette question, peut-il faire revenir à gauche les classes populaires? Moi, je ne crois pas, mais j'ai scrupule devant un jeune idéologue de qualité, on l'a déjà entendu par visio, à avoir une vision, encore une fois, seulement psychologisante de la politique. C'est-à-dire que moi, qui ai été et qui demeure anticommuniste primaire, je suis obligé de constater que Fabien Roussel est un homme qui me plaît, mais par sa nature, par son empathie, par son parler vrai. Mais je ne crois pas qu'il parviennent à reconquérir sur le plan du programme des gens qui ont été terriblement échaudés par le passé, d'un certain passé communiste, parti communiste, et de sorte que on n'oublie pas, malgré la chaleur du personnage, j'allais dire l'outrance de son projet. Et je ne pense pas qu'il puisse substituer cette chaleur et cette idéologie à peine rénovée, rappelez-vous ces maladresses sur Staline, à une gauche qui ne parvient pas à renouer avec le peuple. Frédéric Dabi, on change l'ordre encore une fois. Ça, je ferai pas la synthèse. Non, je trouve que la démarche de Fabien Roussel est très intéressante parce qu'il met le doigt sur ce qui va être la clé de 2027. Autant sur l'offre électorale, sur ce qui va se passer, ça serait ridicule de faire des pronostics. Notre sondage pour Sud Radio et le Figmag n'était pas un sondage de pronostic, mais celui ou celle qui captera la France du travail, pas seulement la France populaire, gagnera l'élection. Et c'est vrai que pour l'instant, on a d'une part, pour rectifier un peu ce que vous dites, Françoise, pour une fois que je peux parler. Merci. On a eu 2 minutes d'à côté. Non. D'abord, le premier comportement des catégories populaires, c'est pas le vote RN. C'est l'abstention. J'ai pris notre sondage jour du vote, il faut fiducial pour TF1, Sud Radio et Match. On avait 35% des ouvriers qui n'avaient pas voté. Marine Le Pen avait fait 35%. Donc voilà, on voit très bien là où ça en est. Aujourd'hui, cette France du travail, et quand elle vote au Rassemblement national, c'est en ça que dans le Figaro aujourd'hui, j'ai osé dire que le vote FN, le vote Marine Le Pen devient un vote analogue à celui d'un parti de gouvernement. Et pour l'instant, dans ce cadre-là, l'objectif de Fabien Roussel est tout à fait louable. Et j'ai envie de dire que ça paye. Prenons la comparaison sondage jour du vote auprès de 4000 personnes dans un gros échantillon et sondage de la semaine dernière pour le Figmag. On voit que 7% des ouvriers choisiraient un vote Roussel, 17% de Jean-Luc Mélenchon, c'était 27% avant l'élection présidentielle. Et alors, c'est une sous-catégorie. Attention à la marge d'erreur. 54% choisiraient Marine Le Pen. Si je puis dire, l'objectif est extrêmement ambitieux. Moi, je suis frappé par un élément d'attrait très fort de Marine Le Pen vis-à-vis des catégories populaires, c'est l'empathie. La proximité. 58% des Français, 75% des ouvriers considèrent qu'elle est proche de leurs préoccupations. Emmanuel Macron, dans le baromètre Match, 18, 58, vous voyez l'écart. Françoise Degois. Oui, alors moi je comprends tout à fait la stratégie politique de Fabien Roussel. Moi je suis très gêné par le montage qu'on nous a fait, parce qu'il manque l'essentiel pour moi qui a été le plus heurtant dans ce discours, c'est les frontières passoires. Et ça me gêne énormément, parce que Fabien Roussel évidemment reprend le vocable du Rassemblement national. Évidemment, c'est une grande tradition communiste. Je vous rappelle les bulldozers contre le foyer des Maliens dans les années 80 dans la mairie
d'Ivry-sur-Seine. De Vitry-sur-Seine. Ce vocable me gêne parce que c'est pas comme ça. Si tu veux, tu te mets les doigts dans l'œil jusqu'à la place rouge. Si tu penses que c'est en reprenant le vocable du Rassemblement National, qui est un très bel endroit que j'adore, le vocable du Rassemblement National, et en expliquant que tu manges des steaks et t'aimes les barbecues, que tu vas ramener les catégories populaires. Je caricature, mais si vous voulez, c'est même presque un manque de respect de ces catégories populaires. Je suis très sévère avec Fabien Roussel parce que Fabien Roussel, c'est 2,8 à la présidentielle. Comment peut-on imaginer, je reprends l'argument, c'est merveilleux d'être aimé par des gens qui voteront jamais pour vous, mais dans le moment actuel, je comprends sa logique personnelle à Fabien Roussel, je pense qu'elle est stérile et surtout qu'elle crée une division. Moi, j'aime Jaurès. L'union est un combat. Je pense que l'union, c'est notre talisman à gauche. Il est en train de la briser. Il n'est pas le seul. Et en cela, je le suis assez sévère le concernant parce que c'est un peu du vent dont on fait les flux. Pour vous, c'est Fabien Roussel qui casse l'union à gauche, ou pour vous, c'est plutôt certains députés, LFI ou Europe Écologie Les Verts, et leur comportement dans l'hémicycle? Dans les deux cas, un seul numéro, les 0826 quand vous annoncez comme programme que vous voulez, quand vous annoncez comme programme que vous voulez dépasser l'actuelle union qui vous a fait élire, ça veut dire que c'est vous casser l'union, bien sûr. Léon Desfontaines qui n'est pas aux 0826 300. Je suis bien présent. Un petit tour de table. Bon, écoutez, moi j'aime beaucoup la gauche qui parle du travail déjà, tout d'abord, et ça fait du bien de revoir un discours justement à gauche qui est capable de défendre cette valeur, cette belle valeur qu'est le travail, et c'est ce que fait merveilleusement bien, je trouve, Fabien Roussel. Maintenant, sur cette histoire de passoire, au niveau des frontières, moi je fais mes recherches, le 29 mai 2015, Jean-Luc Mélenchon dénonçait ces passoires justement à nos frontières de l'Union européenne qui permettaient de délocaliser à tout va. Finalement, on a repris que les anciens discours. Mais il ne parlait pas des migrants. Non, mais à quel moment? Attendez, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Soyons pas agressifs. Nous pouvons être de gauche et avoir un débat fraternel, je pense, malgré tout. Et donc, sur ce que disait Fabien Roussel, mais le slogan de Sud Radio, c'est parlons vrai, ne parlons pas faux. Fabien Roussel, écoutez, laissez-moi finir. Fabien Roussel, lorsqu'il a parlé des passoires, je suis d'autant mieux placé pour savoir que j'étais présent lorsque Fabien Roussel a dit. J'ai écouté attentivement Fabien Roussel ce matin chez vos confrères de BFM TV. Lorsqu'il parle des passoires, il dénonce ce fait justement que nous avons des frontières aujourd'hui qui laissent passer à tout va le capital économique, et qui laissent mourir à nos frontières dans la mer Méditerranée les migrants. Donc écoutez l'intervention. Excusez-moi, je vous avais pas coupé. Encore une fois, je ne vous ai pas coupé. Écoutons. Écoutez, on a entendu nous-mêmes l'interview. Vous avez fait passer des extraits, mais vous ne l'avez pas écouté en entier. Écoutez, excusez-moi, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Et ce qu'on vient dénoncer, c'est le fait que depuis trop d'années maintenant, depuis plusieurs décennies, nous avons assisté à une politique qui a favorisé les délocalisations, notamment avec ces traités de libre-échange. En 2005, nous avions 0 € de déficit. La balance commerciale était à l'équilibre. Aujourd'hui, nous avons 170 milliards d'euros de déficit. C'est-à-dire que nous importons plus que nous exportons. Eh bien, aujourd'hui, si on défend le travail, si la gauche doit défendre le travail, elle doit prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est ce que fait Fabien Roussel, et il le fait, je pense, merveilleusement bien. Moi, je viens d'un territoire, la Somme, d'une ville, Amiens. Cette ville a été victime de la délocalisation. On a tous en tête Goodyear, Whirlpool et tout un tas d'autres entreprises qui sont parties à l'étranger justement à cause de ces traités de libre-échange. Eh bien, je pense qu'on a besoin de retrouver cette gauche du travail qui est capable de défendre l'industrie comme l'agriculture. 0826 300 300 avec Olivier D'Artigol qui nous appelle à l'antenne. Une vraie voix. Bonsoir Olivier D'Artigol. Bonsoir Olivier D'Artigol. Vous me manquez les vraies voix. Vous me manquez. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il connaît 0826 300 300. C'est bien. Olivier, vous y allez. Allez. J'étais tranquillement chez moi à vous écouter, plutôt serein, plutôt paisible. Et pour moi, Françoise de Gois est une grande journaliste, vraiment. Et moi, j'ai suivi beaucoup Françoise sur les dernières années. Et vraiment, je pense que pour instruire le débat à gauche, il y a vraiment besoin, mais Léon vient de le dire, de partir des propos. Et donc, si on revient à la source, quand Fabien Roussel évoque la France passoire, c'est la partie de son discours, qui est d'ailleurs une partie très forte, avec beaucoup de souffle, où il évoque la désindustrialisation, qui est un véritable fléau. Et comment parler de la France qui bosse, de la France qui travaille, si on ne parle pas de cette saignée insupportable qui relève de décisions politiques? Donc je voulais simplement dire à Françoise que je sais que cette fake
a été beaucoup reprise sur les réseaux sociaux, mais qu'il ne s'agissait pas de la question de l'immigration, qui par ailleurs est une question qu'il faut bien évidemment débattre sans faire un refus d'obstacle dans le débat public. Et je pense qu'il peut y avoir un bon projet de gauche sur ces questions-là. Tu es trop rhétoricien. Attendez, avec Olivier, le plaisir de vous retrouver demain. Alors, on va pas faire un débat entre Olivier et Françoise. Françoise, vous les répondez vite et puis on parle très vite en disant que vous êtes trop rhétoricien, les copains, et vous le savez très bien. Moi aussi, j'ai fait ça à mon époque quand j'étais au gouvernement. Vous êtes trop rhétoricien pour ne pas savoir que quand on reprend ce vocable passoire migratoire, qu'on parle de l'immigration. Il n'y a pas eu de passoire migratoire. Excusez-moi. C'est pas passoire des frontières. Vous savez très bien. Allez, c'est bon. Philippe Bilger, bougez pas, Françoise. Restez avec nous. On repart au 0826 303. Léon, si vous le permettez, pour répondre à la question de Sud Radio, vous pensez réellement que Fabien Roussel, avec la vision qu'il a aujourd'hui, va pouvoir rattraper une grande part de l'électorat qui vote à l'heure actuelle pour le Rassemblement national? C'est une œuvre de longue haleine, à votre avis? Elle est possible? C'est un travail sur le long cours. Elle est presque utopique? Moi, je pense qu'elle est possible, et c'est pour ça que je m'engage d'ailleurs aux côtés de Fabien Roussel. Notre objectif, c'est pas d'aller chercher les voix de la gauche toute mouillée. On a eu des derniers sondages, elle fait un tour entre 22 et 25% en fonction des sondages. C'est pas suffisant aujourd'hui pour l'emporter. On doit aller chercher un nouvel électorat, un électorat qui s'est détourné de la gauche. Cet électorat se tourne vers deux horizons. En premier lieu, l'abstention. En deuxième, le Rassemblement national. Et moi, je le dis clairement, sans aucun problème, sans aucune polémique, je souhaite qu'on aille chercher des centaines de milliers et même des millions de voix au Rassemblement national et à l'abstention, avec un discours d'une gauche authentique et une gauche populaire, non pas qui met le doigt justement sur la responsabilité des immigrés, mais sur la responsabilité au contraire des grands groupes et des politiques européennes notamment, qui favorisent cette délocalisation et qui cassent le travail. Frédéric Dabi, je pars après au 0826 303. Pour poursuivre ce que dit Léon Desfontaines, je crois qu'il y a aussi un troisième électorat, ce sont ces sympathisants de gauche qui ne se reconnaissent pas dans l'alliance NUPES. Je suis frappé par le décalage entre le centre de gravité des sympathisants de gauche, qui est bien moins à gauche que le centre de gravité de la NUPES, puisque les Français font l'équation suivante: NUPES égale LFI et LFI égale Mélenchon. Et là, il y a un vrai problème. Alors, je prends le baromètre IFOP fiducial pour Match qui a été et Sud Radio, où Fabien Roussel arrive pour la première fois en 5e position. Françoise a raison, la popularité, c'est pas le vote. Il fait des bons scores chez En Marche, à droite. C'est le deuxième à gauche, quand même, derrière Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que c'est une première étape pour lui, parce que, clairement, et c'est pour ça qu'on a une majorité de sympathisants qui ne croient plus à la pérennité de la NUPES, il y a clairement un problème de centre de gravité. Quand on dit la police tue, quand on dit toute une série de choses, ce n'est pas ce que pense le tréfonds du peuple de gauche. Allez, 0826 300, Abdelak est avec nous. Oui, bonjour. Super intéressant. Je suis, moi, pleinement d'accord avec Françoise. Je crois qu'il faut arrêter de s'endormir. Clairement, Fabien Roussel, s'il fait pas des petites phrases piquantes comme l'histoire des passoires, il restera inconnu, et aux prochaines présidentielles, il fera du 2%, c'est certain. Aujourd'hui, il veut passer à la vitesse supérieure, et il faut qu'il fasse de la merde comme ils font l'extrême droite. Ça, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Il doit faire de la merde, des choses qui attirent l'oreille des gens qui comprennent rien à la politique, pour les attirer vers eux. C'est la seule manière d'attirer des gens d'extrême droite, puisque c'est des gens qui sont totalement contre le système démocratique. La politique en France, elle n'est pas super compliquée. Il y a 20%, à peu près 15-20% qui sont à l'extrême droite et 15-20% qui sont à l'extrême gauche. Au milieu, il y a des gens comme moi, voilà, qui étaient sympathisants de gauche, que j'ai toujours voté socialiste ou écolo, et qui ont voté Macron lors des 2 dernières élections. Tout simplement, et on se retrouve en effet nulle part, comme le disait un précédent orateur de la radio. Et voilà, on ne se retrouve pas du tout. Donc, évidemment, moi, je suis un entrepreneur, je suis d'origine, je suis marocain d'origine, je suis français, fier de l'être, et je déteste entendre un politicien, parce que les mots sont vraiment choisis, il n'a pas dit par hasard. Donc, c'est vraiment un petit coup d'œil, un petit coup de pied chez la clientèle, du clientélisme, j'adore, on appelle ça. Abdelak, on va laisser répondre, si vous permettez, Léon Desfontaines, secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. Léon Desfontaines, quand vous entendez ça... Deux choses. Bon, premièrement, je sens quand même une forme de mépris envers une partie non négligeable des Français lorsque on les insulte ainsi. Je pense que c'est
particulièrement tout ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est une partie non négligeable de la gauche, c'est qu'on vient catégoriser, vous savez, moi j'ai un territoire, comme je vous l'ai dit, la Somme, qui a vu le score de Marine Le Pen augmenter lors des dernières élections présidentielles, et je ne me résous pas à dire que celles et ceux qui ont voté Marine Le Pen dans ce territoire-là sont profondément fascistes et d'extrême droite. C'est des gens qui se perdent dans un vote d'extrême droite parce qu'ils ne se sentent plus reconnus par les candidats de la gauche. Et c'est important de pouvoir aller leur parler, de pouvoir aller discuter, échanger avec eux et leur dire qu'il faut au contraire ne pas se perdre dans un vote juste anti-Macron, mais au contraire un vote pour le travail, pour l'espoir. Et ça, c'est le vote et ce que incarne Fabien Roussel. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense que ce qui est important aussi de signifier, c'est que la diversité d'opinions aussi à gauche doit être entretenue. Fabien Roussel a proposé la création d'un nouveau Front populaire. Le Front populaire, originellement, qu'est-ce que c'était ? C'était pas une union qui effaçait l'ensemble des partis à gauche, c'était 3 partis politiques, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche, qui chacun de son côté est parti aller convaincre les Français en se disant une seule et même chose, c'est que si chacun on va aller convaincre les Français, eh bien on va ajouter à la gauche et c'est comme ça qu'on va l'emporter. C'est comme ça que le Front populaire est arrivé et que les congés payés sont arrivés. Je pense que si la gauche permettait de respecter l'ensemble des diversités de ses composantes, on y gagnerait beaucoup plus. Merci beaucoup Léon Desfontaines d'avoir été avec nous, secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. Vous restez avec nous, dans un instant on va se détendre un petit peu avec le Kikadi Show, le quiz de l'actu. Allez, à tout de suite. Le quiz de l'actu. Ne perdons pas notre temps. On a gardé Léon Desfontaines, secrétaire général du mouvement des jeunes communistes. Pour savoir, Abdelhak, vous allez pouvoir jouer contre Philippe Bilger, contre Françoise Degois ou contre notre ami Frédéric Dabi. C'est à vous de choisir. Je vais m'attaquer à Françoise. C'est parti. Donc ce qui veut dire que vous avez donc Léon, Philippe Bilger et Frédéric avec vous et où nous allons pouvoir jouer. Et je suis toute seule contre tous. Oui. Absolument, ma chère Françoise. Allez, vous aimez ça. C'est parti. Je gagne toujours à la fin. C'est une question Kikadi. Attention, ouvrez bien vos oreilles. Kikadi avec Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai plus de rapport. C'est le choix qu'il a fait. Je le regrette. Ruffin. Roussel. Bonne réponse. Ah oui, c'est vrai. Léon c'est Abdelhak qui l'a dit, Roussel. Allez, 2 points pour Abdelhak. Allez, question Kikadi. Je suis très agacé par l'omniprésence de Jean-Luc Mélenchon. Il ne cesse de parasiter. Bonne réponse de Françoise Degois. Une radio concurrente. De parasiter la vie politique. Oui, c'est le moment Roussel. Roussel est génial. Mélenchon est un diable. Question Kikadi. J'ai participé à plus de 20 visites d'état sino-françaises. Celle de Jean-Pierre Raffarin. Bonne réponse de François. Je n'avais pas fini. Je sais. Parce que je sais. Oui, mais c'est intéressant d'entendre tout, François. Vas-y, dis-le. Deux secondes. Celle que vient d'effectuer le président français me semble l'une des plus importantes. Effectivement, c'est Jean-François, l'ambassadeur de la Chine. 4-2 pour Françoise. Kikadi, en parlant de la guerre en Ukraine, le temps n'est pas aux négociations, même si on les prépare. Biden. Non. Macron. Bonne réponse de Françoise Degois. Dans l'avion, c'est vrai. Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'elle a mangé, Françoise? On va faire un contrôle antidopage, parce que je me pose des questions. Attention, attention. Kikadi, on attend beaucoup de la décision du Conseil constitutionnel. On attend la censure intégrale. On y croit. Alexis Corbière. Jean-Luc Mélenchon. Non. Europe Écologie Les Verts. Martine Tondelier. Non. Martine Tondelier. Marine Tondelier. Non. Jadot. Non. Attendez à moi que. Non, il est chez ELV. Benjamin Lucas. Non, ça c'est Génération. Arrêtez. Il a mis son pied sur un ballon. C'est pour ça que. Mais il a fait plusieurs parties. Il est passé par ELV il n'y a pas longtemps. Il était à ELV il n'y a pas longtemps. Non, mais vous mettez un point là. Vous mettez un point. Allez, on y va. Frédéric Dabi, je l'ai dit 2 fois. Mais non, mais il l'a dit 2 fois. Allez, t'as raison. Allez, on y va. C'est à vous, la Cécile. Kikadi, en parlant de la NUPES, les structures qui figent et qui nous enferment, ce n'est pas bon. Bonne réponse de Françoise Degois. Françoise, le texte est vite. Kikadi, alors là, c'est 8-4. Kikadi, c'est footballistique. Noël Le Graët est le plus gros des hypocrites. Deschamps. Non. Non. Platini. Non. Castéra. Non. Alors, joueur de football, jeune retraité, aujourd'hui commentateur. Non. Zidane. Non. Comment? Loris. Non.
Il a joué à Arsenal, à Marseille. Thierry Henry. Non, à Manchester City. Lizarazu. Non. Samir. Non, il était pas. Samir. Bonne réponse de Françoise Degois. Allez, et qui a gagné? Ça fait 10-4 pour Françoise Degois. Qu'est-ce que c'est vraiment? Qui, pour nous remercier, ne sera silencieuse pendant le deuxième round. Tu peux, moi je fais des décomptes d'antenne, ça sert à merci les amis, merci. Bravo Françoise pour cette victoire, merci Abdelhak, merci bien sûr. Oui, c'est trop court pour débattre. Oui, je sais, mais vous n'avez pas fini, vous allez revenir dans un instant. Merci beaucoup Léon Desfontaines, secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Merci de votre fidélité aux Vraies Voix jusqu'à 19h. Écoutez, bienvenue dans Les Vraies Voix. On adore cette émission parce que ça parle, parce que ça discute. Moi, je dis pas ça le mardi et les jeudis. Hein. Oui, et moi je le dis. J'aime bien. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Frédéric Dabi est avec nous. De Dominius, ce sera toujours avec moi contre toi. T'as compris qu'à la fin. Mais vous me tutoyez ? Non, mais tu sais qu'à la fin, tu comprends bien comment ça termine. C'est toi qui vas pleurer au fond de la cour. T'as compris ? Mais je t'interdis de me voyer. On va te tirer les cheveux que t'as pas. Tu sais, les filles, on est méchantes. C'est ceux qui vous restent. C'est vrai, pourquoi on se tire les cheveux avec les filles? C'est ridicule. On se tire les cheveux avec les garçons aussi. Tu fais les cheveux avec les garçons. Tirer les cheveux aussi. Toi aussi, tu t'es fait tirer les cheveux? Non, Plenel. Mais vous tiriez les cheveux des filles quand vous étiez petite dans la cour? Non. Je mieux se tirer les cheveux que se tirer la peau en même temps. Oui, c'est ça. On a des méthodes moins violentes. Oui, les hommes, c'est bien connu. Bien sûr, c'est bien connu, les hommes. Vous êtes tellement moins violents que les femmes. Qu'est-ce que j'aurais aimé vous voir tous les trois dans une cour d'école. Ça m'aurait fait tellement rire. Moi, chef de bande, bien sûr. Oui, Frédéric Dabi avec moi, chef de bande, mais le focus, c'est-à-dire c'est le vrai, non, mais je veux dire, c'est le chef de bande, mais quand tu le regardes a priori, tu penses pas que c'est un chef de bande. Mais en vérité, ce qui vient de nous lâcher à la pause, on est en train de se rendre compte. Dossier bonjour la personnalité. Derrière, tu lui donnes le bon Dieu sans bonjour confession. Le teasing surtout. Il est excellent, je l'aime. Moi aussi. Durant les week-ends. Et lui, dans la cour de récré, il serait Frédéric Dabi, ma passion absolue. C'est tout à fait ça. Il m'a volé ma gomme. En fait, c'est ça notre problème, c'est que vous êtes tous les trois notre passion. C'est ça notre souci. Allez, dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux et puis on fera le tour de table de l'actu des Vraies Voix. En attendant, on laisse la parole à Philippe David, il l'a tellement peu. Allez, tout de suite, son coup de gueule. Les Vraies Voix Sud Radio. Et Philippe David, le coup de gueule sur les incompétences des agences publiques françaises. Oui, la France a affiché l'an passé 164 milliards de déficit commercial, un record. Désindustrialisation, mais pas que, puisque si on enlève les vins et spiritueux, la France qui nourrissait l'Europe il y a peu est aujourd'hui déficitaire au niveau de l'agroalimentaire, en grande partie à cause des normes assénées à nos agriculteurs. Et là, vous allez voir, on bat les records de bêtisme, de masochisme. J'aurais même envie de parler de haute trahison quand on voit que l'ANSES, l'Agence de la sécurité alimentaire, a interdit l'utilisation d'un insecticide pourtant homologué dans les cargaisons de céréales françaises qui partent vers le monde entier à compter du 25 avril. Problème, les pays importateurs exigent l'utilisation de cet insecticide et si un insecte est trouvé dans la cargaison, le bateau revient en France. Résultat des courses, 13 millions de tonnes d'exportation de céréales sont en danger et on peut faire confiance aux Russes, aux Argentins, aux Brésiliens, aux Canadiens, aux Australiens, aux Américains pour nous remplacer. On espère que les pouvoirs publics vont revenir très vite sur cette décision car dans 15 jours il sera trop tard. Une décision qui à mon avis devrait s'accompagner de la révocation de la fonction publique de ceux qui ont pondu cette directive, mais j'oubliais, la haute fonction publique n'est jamais sanctionnée en France. En tout cas, un titre de livre est tout trouvé pour résumer cette situation, le masochisme économique pour les nuls. Bah dis donc, il envoie. J'ai beaucoup aimé la musique de l'indignation, mais j'ai moins suivi les paroles. C'est-à-dire qu'on a pondu une mesure. Des pays qui importent les céréales exigent qu'on utilise un insecticide dans les cargaisons des navires. Mais l'ANSES a interdit l'utilisation de cet insecticide à compter du 25 avril. Je vais monter en défense de l'ANSES, qui est l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire. Je tiens quand même à dire que grâce à l'ANSES, composée de vétérinaires, il faut savoir que les vétérinaires, c'est la caste super dirigeante dans toutes les exportations. Aujourd'hui, le patron du service des vétérinaires de Chine, par exemple, est aussi puissant qu'un ministre. C'est lui qui dit ou pas. Et l'ANSES, j'ai
beaucoup travaillé avec l'ANSES, j'entends ce que vous dites, mais c'est aussi le garant de la sûreté alimentaire française. Moi, je veux bien qu'on s'insurge parce qu'on ne veut pas utiliser certains insecticides. Moi, je pense que ça n'est pas si mal. J'ai bien compris notre problème que nous avons. C'est pour l'exportation. Mais j'ai bien compris le problème que nous avons à l'exportation, mais je ne serai pas au Karcher comme vous sur l'ANSES. L'ANSES est composé pas de hauts fonctionnaires théoriques et abstraits. Ce sont souvent des vétérinaires. Mais c'est pas le problème. Ce sont des gens extrêmement compétents qui assurent notre sécurité alimentaire. Et la France est reconnue pour avoir l'une des meilleures sécurités alimentaires du monde. Voilà. Oui, j'ai pas envie de manger de la merde. Un peu compliqué à gérer. C'est compliqué. C'est toujours compliqué. Alors, je n'ai aucune compétence sur ce sujet, donc je ne me prononcerai pas. Je finirai par une phrase qui est que votre chronique, c'est une affaire de serial killer. Excusez-moi, quelle mouche vous a piqué. J'ai adoré ce que vous avez fait hier, parce que j'aurais tellement aimé qu'on en reparle. J'ai adoré. C'est ce que vraiment, merci. Et quoi sur la manifestation à Berlin, on criait mort aux juifs. Mort aux juifs et mort à Israël. 90 ans après l'arrivée du J'avais la rage, personne n'en a quasiment parlé. Bravo Philippe David. Je vous félicite. I24 et CNews en ont parlé. Il est bon ce Philippe David. Et Sud Radio. Et Sud Radio, bien sûr. Encore une raison pour laquelle je ne... Bon. Je tiens quand même à vous rappeler quand même que souvent les coups de gueule de Philippe David sont repris par les autres. C'est important de le dire. J'espère que vous êtes cité au moins, Philippe. Mais pas seulement au sein de Sud Radio. Non. N'exagère pas non plus, c'est quand même pas un agent d'influence comme ça. Non, mais pourtant, ça s'est passé dans PIF Magazine, dans Playboy. C'est les nouveaux. C'est les nouvelles publications politiques. Il y a du monde. Il ne s'est jamais dévoilé dans Playboy. Non. Ça va peut-être venir. Non, laissez tomber, ça ne marchera jamais. Pourquoi pas? Allez, le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et le discours d'Emmanuel Macron a été interrompu par des étudiants lors de sa visite aux Pays-Bas, Félix. Un président de la violence et de l'hypocrisie, écrit la députée insoumise Clémence Guettet en reprenant le slogan écrit sur la pancarte d'un de ses étudiants. À la haie, le discours du président Macron interrompu par des manifestants. La grande bataille des retraites n'est pas terminée. Il doit reculer, ajoute Clémence Guettet. En partageant cet extrait, Emmanuel Macron s'exprimait en anglais. Discours traduit en direct par France Télévisions jusqu'à cette interruption. Vous avez délivré un message fort, non seulement pour l'Europe, mais pour l'humanité et nos valeurs communes. Je peux répondre à cette question. Où est la démocratie française? La Convention sur le climat n'est pas respectée, hurlent ces manifestants. Emmanuel Macron l'entend dit vouloir leur répondre, mais le flottement dure plusieurs minutes. Emmanuel Macron qui a finalement pu reprendre toujours en anglais. C'est très important d'avoir un débat social, a lancé le chef de l'État. Une démocratie, c'est justement un endroit où l'on peut manifester et voir ce type d'intervention. C'est ce qu'il souligne auprès de ses étudiants venus l'interrompre. Mais le jour où vous dites « quand je suis en désaccord avec la loi qui a été adoptée ou avec les élus, je peux faire ce que je veux car je décide moi-même de la légitimité de ce que je fais », alors vous mettez la démocratie en danger. Emmanuel Macron qui ajoute aussi au passage à ses étudiants néerlandais, dans votre pays, comme dans beaucoup d'autres en Europe, l'âge de la retraite est bien au-delà des 64 ans. C'est pas que la Convention climat. La principale attaque, c'est sur la violence et l'hypocrisie d'Emmanuel Macron sur les manifestations. Et on reste sur la réforme des retraites, mais on passe du Pays-Bas au Chili. Oui, au Chili, ou plutôt devant le siège du Conseil constitutionnel à Paris. C'est là qu'un étrange spectacle s'est déroulé, relayé notamment par les musiciens et musiciennes de la CGT sur Twitter. Ils ont entonné l'hymne de l'unité populaire chilienne, cette musique composée en 1973 pour soutenir le gouvernement Allende quelques semaines avant le coup d'État de Pinochet qui allait le renverser. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Je vous fais la traduction de ce que vous dit Françoise. Des opposants, la lumière, on a tout. Voilà, il y a des opposants à la réforme des retraites qui fourbissent les armes avant les manifestations de jeudi et la décision du Conseil constitutionnel vendredi. Ceci explique cela. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous. Le tour de table de l'actu des vraies voix dans un instant. On fait une petite pause et on se retrouve rapidement. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
C'est marrant dans Les Vraies Voix. Il y a des émissions qui sont, plus relevées que d'autres. C'est comme les plats, c'est-à-dire que tout à coup vous mettez du piment, vous savez pas pourquoi. Et ben c'est ce qui se passe dans cette émission aujourd'hui avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Frédéric Dabi. C'est un bon trio. C'est la faute de Dabi, tout ça. Bien sûr. C'est évident parce que tu sais avec ses un peu ambigu. Oui, avec ses airs de pas y toucher. Chroniqueur ou expert. Voilà, avec ses airs de pas y toucher. Tu sais derrière ses chroniqueurs. Il oscille entre les deux. On dirait Harry Potter, un peu son petit côté Harry Potter. Jean-Marie Potter, à la française, si vous voulez. En fait, il a une tête d'enfance et il n'est pas du tout. Il est complètement expliqué en vrai. Il est expliqué. L'enfonçage jusqu'au pause. T'as vu, c'est comme si on parlait pas de lui. Il est en train de regarder, il regarde son portable. Allez les amis, ça va être encore une fois l'occasion pour vous de vous exprimer puisque c'est le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, on va revenir avec vous sur forcément une annonce qui a ému beaucoup de gens. C'est l'hommage à Hervé Thémine, célèbre avocat décédé hier à l'âge de 65 ans. Alors, c'est une banalité, mais on a parfois l'impression que dans certaines corporations, les meilleurs partent. Et partent trop vite de toute manière. Il y a eu Jean-Louis Pelletier. Oui. Il y a eu, il y a peu de temps, Pierre Haïk, et la mort de Pierre Haïk n'a pas été pour rien dans l'affection qui a frappé Hervé Thémine à Horte, AVC, est mort avant-hier ou hier. Hervé Thémine est un homme que... beaucoup disent qu'ils l'ont beaucoup apprécié, qu'ils ont été des amis. Or, c'est sans doute vrai, mais pour ma part, c'est un homme qui avait l'amitié roide, non complaisante, indignée quand il le fallait, aucune démagogie. Je n'appartenais pas à son premier cercle, celui fondé sur l'enfance, sur les expériences, sur les origines, mais c'est un homme que j'ai énormément aimé et admiré pour deux raisons. D'abord, les médias, en général, se trompent dans leur hiérarchie professionnelle en ce qui concerne les avocats et parfois les magistrats. Ils confondent les grosses affaires avec les grands talents. Il y a des avocats qui ont de grosses affaires mais qui sont très médiocres. Hervé Thémine était un maître du point de vue du droit, de la technique, et surtout il avait une absolue rectitude morale. Lorsqu'on évalue les gens dans des métiers royaux, d'une certaine manière, on pourrait y mettre le journalisme de haut niveau. On oublie toujours, de mon point de vue, que la qualité essentielle, c'est la rectitude morale et l'intégrité intellectuelle. Et Hervé Thémine, pour moi, il aurait détesté les effusions, les exhibitionnismes. C'est vraiment un être que je regrette. J'ajoute rien, c'est magnifique. Frédéric Dabi. Oui, RS, je suis frappé par la vague d'émotions dans le milieu des avocats et pas que autour d'Hervé Thémine. Françoise Degois. Bravo Philippe, non mais c'est vrai. De toute façon, il n'y avait rien à redire. C'était parfait. Voilà, c'était parfait. Les livres complotistes, on l'entend, qui cartonnent en ligne, ce qui est quand même dingue. Deux infos en une. D'abord, sidérant. Ça dit quelque chose de notre société. Ça dit aussi que les canaux, si vous voulez, traditionnels, ce qu'on appelle le mainstream, ne sont plus du tout crédibilisés et plus du tout crédibles aux yeux d'une part très importante de la population, pas simplement la jeunesse, avec donc ces livres complotistes. Il faut faire attention avec complotistes, parce qu'on met tout et n'importe quoi dedans pour stigmatiser et délégitimer les gens. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même des bouquins assez hard sur l'ARN messager, sur comment finalement le monde entier a été empoisonné à cause du vaccin. Et ces livres se vendent assez peu en librairie, c'est-à-dire que les gens ont peut-être un réflexe de honte, si vous voulez, pour aller les acheter, mais ils cartonnent complètement sur les ventes en ligne, sur les grands sites marchands. Ils sont en tête de toutes les ventes, et ce, durablement. Et je suis frappé de cela, et dans le même temps, je mets ça en parallèle avec Maître Gims, qui est quand même un influenceur incroyable, qui a un talent, pour moi, incroyable, qui a donné une interview délirante il y a 2 jours à YouTube, en expliquant que une espèce de panafricanisme complotiste, en expliquant que les Égyptiens connaissaient déjà l'électricité, que l'Afrique était le continent supérieur à tous, qu'en haut des pyramides,
pyramide, il y a de l'or, c'était pour conduire l'électricité, que tous les historiens le savent. Il a dit comme ça. Oui, comme ça. Que tous les historiens le savent, mais qu'ils ne le disent pas. Que les premiers peuplements, mais ça c'est vrai que l'origine de l'homme se trouve dans le désert d'Éthiopie. Mais quand même mais je trouvais ça complètement délirant que Maître Gims, si vous voulez, ça me fait penser à Kanye West. C'est autre chose. Kanye West qui délire complètement sur l'antisémitisme. Maintenant, il a changé, il se remet à aimer les Juifs, a-t-il déclaré il y a 3 jours. Mais je veux dire, il y a quelque chose là qui dysfonctionne et qui me dérange profondément. Quand on entend des propos comme ça, on se dit que certains n'ont pas l'électricité à tous les étages. Ça me touche qu'a dit François sur le complotisme, parce que j'ai été frappé de voir que ça représente un ressort assez important chez une catégorie d'individus. Je l'ai vu en matière judiciaire, mais on peut induire de là une généralité. Il y a des gens qui préfèrent un mensonge provocateur ou une absurdité sulfureuse plutôt qu'une vérité banale. Mais tout n'est pas complotiste, attention. Tout n'est pas complotiste. Je veux dire que quand Julien Assange ou lanceur d'alerte il faut les écouter bien aussi. Sûr, c'est clair. Oui, on a fait de nombreuses enquêtes avec l'IFOP pour Conspiracy Watch où on voit qu'une partie de la population, bien sûr plutôt des jeunes, des catégories populaires, mais pas que, sont dans une logique de ça permet de comprendre le monde, ça donne une grille d'explication sur le mode on nous a menti, on nous a caché des choses, et c'est un phénomène de plus en plus croissant. À côté de Maître Gims, on peut parler aussi de ce qu'a fait Medine lors d'un concert il y a 2 jours où il a lancé en effigie, j'ai oublié le nom, c'est un nom basque, 2 députés du Rassemblement National, moi Diaz ça c'est autre chose. Et Laure Lavalette, ils ont été ça c'est autre chose. C'est pas du communisme, mais c'est un problème d'exemplarité des élites culturelles, musicales qui ne sont vraiment pas au niveau. J'ai appris par le père de Guillaume Carayon que Medine me traînait dans la boue. Je savais pas, je connaissais pas. C'est pas au courant non plus. Votre honneur. Frédéric Dabi voulait parler de Jean Massier qui refuse d'inviter des élus du Rassemblement National. Alors en fait, on rappelle quand même que c'est un streamer sur Twitch. C'est drôle parce que ça montre mon état de fatigue et d'excitation à venir ici. C'est pas ce que j'ai préparé. Ah bon, alors non, c'était quoi là? Je voulais parler de Sud Radio et de l'IFOP et de Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est un peu fait nombriliste. Il y a eu un tweet hier de Jean-Luc Mélenchon avant-hier qui disait, qui a critiqué une question du sondage IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, la question qu'on pose depuis 2017, qui incarne le mieux pour vous l'opposition à Emmanuel Macron. Il a écrit: il ne restait pas assez d'encre à l'IFOP pour publier le total NUPES, 44%, ni pour trouver le PCF, mais c'est vrai que ce serait mauvais pour la propagande. Alors qu'on soit très très clair, la critique des sondages est saine. Est absolument saine. C'est très dur de faire une question de sondage neutre, claire. On peut critiquer beaucoup de choses. Pourquoi on a fait un sondage sur 2027 la semaine dernière pour l'IFOP? Pourquoi mon confrère des Labs a fait des seconds tours Macron-Le Pen? Il n'y aura pas de Macron-Le Pen. Tout est critiquable, mais je suis de plus en plus gêné par le côté systématique des critiques de Jean-Luc Mélenchon. Le dernier homme politique qui a critiqué systématitement les sondages, le travail des sondages, pardon de le dire, et à Françoise en aucune, c'est Jean-Marie Le Pen. Il appelait l'établissement la sphère politico-médiatique et sondagère. Et puis, quand même, bon, là, il se réconcilie, il dit du bien du PC pour se faire plaisir à bon dos. Alors qu'on ne faut pas oublier qu'en 2017, il a cherché à éradiquer le PC aux législatives en mettant des candidats à LFI partout contre les communistes, y compris les sortants. Et pour moi, ça relève d'un manque de maturité. Critiquer les sondages, oui, on l'a fait à plusieurs reprises ici, avec Valérie Expert, on a fait des émissions spéciales, mais quand, dans le même temps, pendant toute la réforme des retraites, il n'a fait que citer, et ses proches, des sondages, notamment l'IFOP, favorables à la réforme, plutôt à l'anti-réforme des retraites, défavorables au gouvernement, et là, parce que je me suis permis de lui répondre en disant c'est une question qu'on pose depuis 2017 et c'est une question où on demande quel est le parti qui incarne l'opposition. On n'allait pas mettre, pour lui faire plaisir, une coalition, en plus dont on voit, débat précédent ici à Sud Radio, que cette coalition, notamment avec le PC, est de plus en plus bangalante. Moi je pense qu'il faut vraiment critiquer les sondages, je pense qu'il faut réformer les sondages, je pense qu'il faut, comme en Italie, faire du silence sondagier 1 mois ou 15 jours avant l'élection.
mais je sais bien que tu n'es pas d'accord. Ça créera deux types de citoyens, mais c'est pas grave, ça créera créera. Moi, je pense que les sondages sont un poison pour la femme politique. Quand ils sont bons, ça devient absolument délirant, et c'est une bouffée délirante. J'ai assez vécu ça avec Ségolène ou Hollande, etc. Et quand ils sont mauvais, ça vous fout au fond du trou. Mélenchon, il pourrait se passer ce genre de... S'il pouvait être un peu plus sobre de temps en temps, ça m'arrangerait aussi. Mais ceci dit, sur le graphique, tu vois en noir le RN... Mais c'était pas un graphique IFOP ni Sud Radio. Il y a un travail, il y a une véritable paresse intellectuelle. Non, de la part de Mélenchon, on va dire qu'il est paresseux intellectuellement. Non, sois sympa. Les amis, ça tombe bien. Merci beaucoup Frédéric Dabi, ça tombe bien puisque dans le coup de projecteur, on va parler cette fois-ci d'Édouard Philippe, qui reste dans les bonnes grâces des Français. Il faut le dire, dans ce sondage IFOP fiducial réalisé pour Paris Match et Sud Radio, qui révèle qu'il est à plus de 55% des Français qui, enfin en tout cas, ont une bonne opinion de lui. On va en parler dans quelques instants. Ça vous donnera l'occasion, Françoise de Goa et Frédéric, de vous écharper. Ça va nous faire plaisir. Non. Oh, écoutez, on aime bien. Allez, on aime bien. Allez, vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h. Je plaisante. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, nous sommes très contents, très contents. D'habitude, on est content avec Philippe David. Là, on est très content. Je peux partager une info parce que j'en parlais avec mes camarades. Oui. C'est pas une fake, c'est la réalité. Quelqu'un qui revient dans le débat, et ça va être intéressant de voir le commentaire de Frédéric là-dessus. Dominique Strauss-Kahn, qui a tweeté il y a 1 heure. Dans quelques heures, je partagerai avec vous sur ce fil Twitter mon analyse sur la crise des retraites. C'est intéressant quand même de voir d'abord comment il va se positionner, c'est ce qu'on se demandait. Avant le Conseil constitutionnel, comment il va se positionner, est-ce qu'il est d'accord avec Macron? Non, on est dans des moments de jaillissement et de surprise. C'est pour ça que rien ne peut être écrit, messieurs les sondages. Le terme jaillissement est approprié. Les amis, je disais qu'on était contents et qu'on était très contents de vous avoir. C'est ça qu'on voulait dire en fait. On est très contents d'avoir Philippe Bilger, on est très contents d'avoir Françoise de Goa, on est très contents d'avoir... Non, absolument pas. D'avoir Frédéric... un peu moins Frédéric, Philippe David. Moins Philippe David, bien entendu. Ça c'est logique. C'est la logique. Vous dites des choses d'une banalité. Attendez, écoutez, c'est mieux comme ça. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc Édouard Philippe reste dans les bonnes grâces des Français. Le sondage IFOP fiducial réalisé pour Paris Match et Sud Radio révèle que 55% des Français ont une bonne opinion de l'ancien Premier ministre, qui est d'ailleurs la seule personnalité politique à dépasser la barre des 50%, Philippe. Absolument. Pourquoi? Parce que Édouard Philippe, ça fait 2 sondages en 2 semaines et toujours 2 sondages de l'IFOP pour Sud Radio qui prouvent qu'il est en pole position. Si on se souvient le sondage de la semaine dernière, il était le seul à pouvoir empêcher un second tour Le Pen-Mélenchon en cas de présidentielle. Aujourd'hui, il est encore et toujours en tête du baromètre IFOP. Alors, est-ce que pour vous, Édouard Philippe est le leader naturel de la majorité, même si Horizon n'est pas le plus grand parti de la majorité? Est-ce que pour vous, il a les clés pour 2027? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Alors, en tout cas, on va peut-être vous décevoir. Vous dites non pour l'instant à 92%. On va en parler. Bon, on n'a pas d'invité, puisqu'on a forcément Frédéric Dabi qui est avec nous. Qui d'abord, Frédéric. Tu veux pas faire les vitres aussi? Il y a un peu de poussière sur le bureau de Philippe David. Si avec plaisir. Et qu'on parle un petit peu de ce sondage, de nous expliquer. Alors 55%, c'est énorme. Surtout qu'en distinction par rapport aux autres, Emmanuel Macron perd encore 5 points de popularité. Oui. Elisabeth Borne. Comme quoi, c'est un lapsus. 8 points, donc on est quand même sur un couple exécutif très fragilisé. Et c'est vrai que c'est le problème de la Macronie, si je puis dire, ce banc de touche, puisqu'en dehors de Édouard Philippe, seul compte Bruno Le Maire, Gabriel Attal, qui, pour la première fois, apparaît presque à 1 point près comme le ministre préféré des Français. Et puis, il y a une révélation. Depuis maintenant 3 mois, elle a gagné 12 points en 3 mois. C'est Aurore Berger, qui a été visible au moment de sa passe d'armes sur les violences sexuelles et féminines et conjugales, qui a fait son premier 20 heures de TF1, fin mars. Et c'est quelqu'un, dans un contexte où la majorité présidentielle manque de personnalité qui pourrait être une alternative au président Macron. L'enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio et le FIGMAG montrait un avantage très fort pour Édouard Philippe, un 18% pour Bruno Le Maire et des scores très faibles pour Gérald Darmanin et pour François Bayrou. Et 9%. Voilà, donc, alors, bien sûr, et Françoise a raison de le dire,
2027, c'est tellement loin. La majorité est quand même à ce problème d'incarnation. Et la présidentielle, qu'est-ce que c'est? C'est pas un vote partisan, c'est pas un vote programmatique, c'est un alliage dans lequel l'équation personnelle compte énormément. Et c'est vrai que Édouard Philippe a très bien négocié la gestion de sa maladie, a très bien négocié ses derniers rendez-vous médiatiques, et il se positionne comme, je dirais, l'alternative numéro 1. Mais être 4 ans avant l'alternative numéro 1, ce n'est absolument pas une assurance touriste qui se souvient de Michel Rocard, le candidat naturel Dixit François Mitterrand de la gauche pour 95. Et on se dit souvent, pardon, je rebondis, que ceux qui ne sont pas aux affaires ont toujours une cote plus importante que forcément ceux qui sont... Je dirais, pour paraphraser ce que dit Frédéric, les cimetières sont remplis de gens, de recours et de candidats naturels. Moi, je serais Édouard Philippe, je serais extrêmement inquiète de partir d'aussi loin avec finalement, qu'est-ce qui fait qu'il est aimé? Simplement peut-être aussi la différence de miroir avec Emmanuel Macron qui nous paraît de plus en plus déboussolé, fantasque. Ou avec Elisabeth Borne, par exemple. Et avec Elisabeth Borne, moi, j'entends, j'écoute cette petite musique et on peut déjà parier que ça ne sera évidemment pas ce duel-là. Je ne le crois pas une minute. Je pense qu'on est dans le temps des jaillissements, je le redis. Philippe Bilger. Moi, je me demande, alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste comme notre chroniqueur expert. Notre Chronex. Il est tout de même, je continue à penser qu'Édouard Philippe, si on fait de la politique fiction, pourrait se retrouver dans un second tour en 2027 face à Marine Le Pen et qu'il gagnerait. Parce qu'évidemment, Marine Le Pen, non seulement à cause de son patronyme, mais parce qu'elle ne récupérerait pas beaucoup de voix de gauche, serait battue par Édouard Philippe. J'ajoute que peut-être que c'est le seul qui, dans une droite, si j'ose le terme, centriste, pourrait la battre et il ferait vraisemblablement un meilleur score qu'Emmanuel Macron lors de l'élection de 2022. Mais pourquoi est-ce qu'Édouard Philippe a un tel succès aujourd'hui, malgré les erreurs qu'il a fait commettre à Emmanuel Macron lors de son premier mandat? C'est le fait, comme l'a très bien dit Françoise, c'est qu'il représente au sein d'une majorité une dissidence très nette, tout de même. Une autre personnalité et un autre projet, une autre méthode politique. Et moi, je crois qu'il a des chances. Vous pensez qu'il a des chances? Vous pensez au sein du camp apparemment adverse. Vous pensez par exemple, comme le disait Frédéric Dabi, que Gabriel Attal peut être le recours pour la majorité, ou un autre, un Bruno Le Maire ou qui que ce soit, Olivier Véran, appelez-nous au 0826 300 300. Et ben justement, on va y aller, et c'est Abdelhak qui voulait réagir. 0826 300 300. Abdelhak, Édouard Philippe, possible, voilà, le leader naturel de la majorité? Bon, je vais éviter les gros mots cette fois-ci. Merci Abdelhak. Mais non, mais il y a des gros mots qui sont bien mieux compris que des longues phrases. En tout cas, j'aime beaucoup votre émission. Je trouve que la qualité des intervenants est très bonne et qu'elle mérite franchement le double en temps pour s'exprimer, parce que la variété est très bonne. Non mais sans blague, il faut en parler au directeur parce que c'est trop court. J'ai même pas eu le temps de finir de répondre à tout à l'heure à la question. Il faut le temps, Cécile. Je vais voir ce que je peux faire. Non, mais vraiment, parce que la variété est très bonne et les intervenants qu'il y a sont de très très bonne qualité comparé à plein de radios. Ne leur dites pas trop, Non, mais c'est pas pour vous faire plaisir, c'est la réalité. Vous êtes trop gentil. Merci beaucoup Abdelhak. En tout cas, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Pour Édouard Philippe, je vais vous dire, c'est le genre de bonhomme que j'aime pas trop parce qu'il est caché et il me rappelle en fait, quand j'entends comme ça les opinions et tout, il me rappelle en fait Jacques Delors qui le 11 décembre, je ne sais plus quelle année, mais en tout cas c'est Madame 94. Voilà, il bénéficiait de la prime d'éloignement. Il était président de la commission. De la Commission européenne, et merci. Et en fait, il bénéficiait comme ça de la prime d'éloignement. Donc, ça me fait beaucoup rire parce qu'on vient à peine d'élire un président. Les personnes dont vous parlez, dans 4 ans, je pense qu'on les connaîtra même plus. J'espère, en tout cas pour certains. Voilà, mais donc c'est pour ça. C'est pas vraiment mon sujet préféré, mais dire que lui représente la majorité, oui, mais je pense davantage à droite. Je pense qu'il représente. Il n'aura pas des sympathisants comme moi qui sont plutôt de gauche. Moi, je voterai jamais pour un garçon comme lui, parce que je viens quand même de la gauche. Abdelhak, vous avez un soutien chez Françoise de Gaulle qui voulait vous répondre. Je vais je l'aime beaucoup. En plus, elle est brillante. Donc moi, c'est pour ça qu'on l'a. Mais moi, je vais peut-être être encore plus méchante que vous tous.
vous savez, la dimension, et là je me tourne vers Frédéric, il le sait très bien, et Philippe, puisqu'il aime la psychopolitique, la dimension d'une présidentielle, c'est la capacité de rupture ou pas. Vous avez des gens qui resteront éternellement des merveilleux numéro 2. Je pense à Alain Juppé, je pense à déjà difficile à tenir. Hein. Je pense à Martine Aubry, par exemple, qui a toujours dit, qui le disait un jour dans une confidence, mais moi je suis une super seconde. Voilà. Et vous avez des gens qui sont leaders, qui sont capables de rompre, de casser, de briser. Balladur était un très bon numéro 2. Vous avez Sarkozy qui brise à un moment donné. Vous avez Chirac, le premier, qui brise. Vous avez François Hollande aussi qui brise. Il se met en rupture avec Lionel Jospin. Vous avez Macron qui brise aussi. Ce sont des gens qui sont capables de rompre, de prendre leur destin. Je ne vois rien de tout cela chez Édouard Philippe. Je pense que c'est un merveilleux numéro 2. Et je pense en plus, je vais rejoindre Abdelak là-dessus, en lui disant différemment, je le redis, nous sommes dans le temps des jaillissements. Cette story qui s'inscrit en disant ça sera forcément la droite contre le Rassemblement national, nous n'en savons rien. Je pense qu'il y a des talents émergents. Je pense à François Ruffin qui émerge. Je pense que Mélenchon n'a pas dit son dernier mot. Je pense que quelqu'un peut émerger dans ce centre gauche, écologiste et social. Donc gardons-nous bien. Mais sur la personne d'Édouard Philippe, il n'est pas comme Emmanuel Macron, il n'est pas comme Sarkozy ou comme Chirac. Il n'a aucune capacité de rupture. Et c'est pour ça qu'il est tellement tiède que je pense que ça ne le fera jamais. Pour une fois, et là, sur le plan psychologique, je ne suis pas du tout d'accord avec Françoise, parce que je crois qu'Édouard Philippe a au contraire une personnalité très singulière, qui derrière une apparence classique brasse des choses très désordonnées, très chaotiques et très singulières. C'est un homme qui peut surprendre. Alors, je ne vais pas développer, mais il aurait déjà dû commencer sa course cavalcade, vous savez, dans un moment comme ça, c'est maintenant. Aurélien Pradier, je le regarde, moi, par exemple, avec intérêt. Tout le monde rigole de ce petit Aurélien Pradier qui veut ressusciter ce qui a amené Sarkozy au pouvoir en 2007, c'est-à-dire la droite populaire. Regardez bien cette génération. Regardez bien Ruffin, regardez bien Aurélien Pradier, et pourquoi pas Gabriel Attal. Je pense qu'on va être extrêmement surpris. Je ne mettrai pas Pradier sur le même plan, mais chacun... quand même. Je partage ce qui vient d'être dit. Franchement, faire des pronostics pour 2027, c'est absolument pas sérieux. Il y a la question, j'aime bien ce terme, des jaillissements, des personnalités. Je trouve au contraire que Édouard Philippe a quelque chose différent peut-être des autres. On se souvient de la fameuse série Mon pote de droite. Non, mais je trouve qu'il peut briser, il peut passer au-delà des attentes convenues. Maintenant, il est sur une stratégie difficile. Quand on voit Bruno Le Maire, quand on voit Gabriel Attal, s'ils étaient candidats, aucun des deux n'a fait le début d'un signe, et ils ont bien fait. C'est, je suis dedans, dans le gouvernement, et je vais être l'héritier du gouvernement. Naturel. Voilà, c'était Édouard Balladur qui voulait se succéder à lui-même. Édouard Philippe, c'est du Pompidou 68-69. C'est un pied dedans, un pied dehors. Pompidou, l'appel de Rome, entre son départ forcé du gouvernement... Février 69, l'appel de Rome, et le référendum avril 69. Son arrivée, il s'est passé à peine 10 mois. Là, en principe, il y a 4 ans, quel récit faire? Comment rompre ou pas avec le macronisme? Je trouve que c'est très compliqué, mais pour l'instant, je considère qu'il le fait subtilement et il ne fait pas d'erreur. En tout cas, et puis on n'est pas à l'abri d'une vraie rupture. Chirac a été la rupture par rapport à Mitterrand. Sarkozy par rapport à Chirac. Je prends des présidents à dessein qui ont exercé 2 mandats. Le successeur d'Emmanuel Macron sera très différent de lui. Une question. Michel Crépeau, qui avait été ministre de François Mitterrand, disait « Nous faisons un métier d'assassin en parlant des politiques. Pour arriver à l'Élysée, il faut tuer tous ses concurrents. » Est-ce que Édouard Philippe a le profil du tueur? Il a écrit avec son ami Gilles Boyer un livre qui s'appelle « Dans l'ombre » où il met en scène des assassins. Donc il sait déjà les narrer. Justement, une question. Dans les faits, non. Dans les faits, il ne prend pas sa course, il ne prend aucun risque. Il pourrait la prendre maintenant. Il pourrait construire autre chose. C'est loin quand même, Françoise. Mais non, moi je pense qu'il veut se contenter d'être justement le naturel, et je pense qu'il se fera complètement balayer à cause de ça. Moi, je trouve qu'il prend des risques. Aucun risque. La retraite à 67 ans, c'est un risque. Mais pas seulement sur le fond. Rien que la posture qu'il adopte au sein de la Macronie, alors qu'il se fait traîner dans la boue en permanence. Mais il maintient un cap. C'est une singularité qui n'est pas arrogante. Je pense. Contrairement à celle de Macron.
Non, moi je pense qu'il est extrêmement arrogant, comme Alain Juppé. Il le masque beaucoup mieux, et c'est normal, dans ces cercles-là du pouvoir. Et je vous le dis, à l'usure, dans la conquête et dans le combat politique, à un moment donné, il faut être comme Macron, être capable de trahir celui qui vous a créé, comme Sarkozy, être capable de trahir celui qui vous a créé, trahir dans le bon sens du terme, en tout cas rompre. Il pense vraiment qu'il va tranquillement encaisser l'héritage. Et il se trompe, et vous verrez qu'on aura des jaillissements à droite et à gauche. Vous verrez que tous ces gens qui pensent qu'ils vont encaisser n'encaisseront rien du tout. Est-ce que les amis, le Conseil constitutionnel va accélérer des choses, forcément à un moment donné? Il y aura quelque chose. Et là, il y a peut-être des incarnations qui vont s'élever. La question sur le Conseil constitutionnel, je laisse la parole à mes camarades, elle est double. Bien sûr que le Conseil constitutionnel, il ne s'agit pas de regarder le Conseil en disant lui il vient de la gauche, il vient de la droite, mais il fait aussi de la politique. C'est-à-dire qu'il donne en fonction d'un contexte. Est-ce qu'on peut imaginer vendredi, Laurent Fabius qui connaît, et Alain Juppé connaissent par cœur ce pays, les soubresauts, les passions qui animent ce pays. Est-ce qu'on peut imaginer un Conseil constitutionnel qui dirait oui à la réforme en enlevant quelques acrostiches et non au référendum? Ça me paraît complètement fou sur le plan politique si ce Conseil-là, composé de gens qui connaissent dans leur tripes ce pays, était capable de faire une double négation, si vous voulez, aux manifestants. Moi, je pense que ça va être oui à la réforme et oui au référendum. Voilà ce que je crois en juge de sagesse du Conseil constitutionnel. Sûrement, mais... Sûrement, je ne sais pas, sûrement. Il y a plein de gens qui disent pas ça. Non, mais Françoise, là, il me semble que vous avez un avis majoritaire. Enfin, les gens pensent plutôt ça. Mais moi, j'espère que le Conseil constitutionnel, alors qu'il ne le fait jamais, acceptera de porter un regard intelligemment politique sur le détournement des procédures. Je suis d'accord avec vous. Moi, je le souhaite. Moi, je pense, j'adorerais qu'il retoque parce que la Constitution a tellement été tordue, elle a tellement été viciée. Frédéric Dabi. Non, je veux dire simplement que je n'ai pas d'avis. Il ne faut pas croire que les Français ont la ligne bleue des Vosges du Conseil constitutionnel en tête. Et moi, je vois dans nos enquêtes de ce week-end, ils ont parlé inflation, pouvoir d'achat, ils ont parlé fin de vie, ils n'ont pas énormément, ils ont parlé de la réforme des retraites en termes d'opposition, ils n'ont pas beaucoup parlé du Conseil constitutionnel, mais c'est vrai que ça va être, on est dans un goulet d'étranglement, et là, ça va être intéressant de voir ce qui va en sortir. Moi, je suis plutôt sur la ligne française, en tout cas, le référendum d'initiative partagée serait, à mon avis, serait soutenu massivement en dehors même des franges traditionnelles d'opposition au président Macron. Et je pense que vraiment, là, on va sur quelque chose d'inédit, avec des leaders syndicaux. Mais on n'est que sur l'inédit depuis le début. C'est pour ça que j'aime ce moment politique, c'est stendhalien, tout ça, c'est stendhalien. Vous voyez, vous pouvez remercier Emmanuel Macron en disant que grâce à lui, on a appris quand même pas mal de choses. Non, mais c'est stendhalien depuis toujours. C'est un jaillissement stendhalien, comme dirait François. C'est un jaillissement stendhalien. Allez, vous restez avec nous. Parler de Stendhal dans une station dont les couleurs sont le rouge et le noir, ça s'invente pas. Vous l'avez lu au moins? Oui, bien sûr. N'exagérez pas non plus. Bravo. 0826 300 300, vous allez pouvoir réagir à cette émission. On vous invite en tout cas, mais à cette émission est pour vous et par vous. 0826 300 300. À tout de suite. Ça n'est pas fini, il en reste toujours un petit morceau. Voilà, on accueille toujours à cette table un auditeur 0826 300 300, même plusieurs. Et Christophe est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et vous nous appelez du Morbihan. Où dans le Morbihan? Ah, génial. Alors, dans le Morbihan, oui, je salue ma très chère Françoise pour qui, bien souvent, je l'adore, quelquefois je la déteste, je sais plus d'où vient le vent. Et donc, combien on vous comprend? C'est le Fest-Noz en direct. Mais j'adore voilà, la Bretagne. Vive le dialogue, et j'appelle, je suis au nord de Vannes en fait. C'est magnifique, j'aime le Morbihan. La petite mer, très joli, très joli. Christophe, vous vouliez réagir sur notre sujet, sur Édouard Philippe? Alors, le fameux... Alors, je ne sais pas, vous avez dit le leader de la majorité, le pseudo-leader de la majorité? Alors, alors, volontairement, vous savez qu'on est un petit peu... On essaye de taquiner, oui, il a raison Philippe. Est-il le leader naturel de la majorité, puisqu'il ressort dans les sondages plutôt largement? Donc, on se posait cette question, donc on vous invite à y répondre. Alors voilà, moi ce que je suis en train de vous dire, et pour l'échange, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore quelqu'un qu'on est en train de nous inventer comme à l'époque il y
quand M. Macron a 2016. été... Oui, 2016. Exactement. On est en train de nous réinventer un nouveau Macron. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pour moi, c'est un peu ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il est susceptible que ce soit encore les retraités où aux quarts, les 3/4 des électeurs de M. Macron ont été les retraités. Donc on recommence. On vient d'avoir le chiffre précis, Frédéric Dabi. Sur le premier tour. Il n'a pas eu sur le premier tour, oui. Non, mais c'est au second tour. Au second tour, je crois que c'est les 3/4 des voix qui ont été pour Emmanuel Macron, et 25 pour Marine Le Pen. C'était à peu près dans cet étiage. C'est ça. Donc pour moi, pour nos auditeurs. Ouais, alors. Pour rationaliser les choses, je ne sais pas si c'est même pas le bon terme à utiliser, mais on nous refait la même chose en couleur. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous ne croyez pas, il nous reste 1 minute 40, que c'est un peu tôt? Parce que comme le disait Frédéric Dabi à juste titre, la présidentielle c'est dans 4 ans, et 4 ans c'est une éternité en politique. Alors c'est plus qu'une éternité, parce que moi, à mon avis, et si on regarde hors les réseaux, si on regarde sur les réseaux parallèles, on va les appeler comme ça, beaucoup disent que M. Macron ne tiendra pas ces 4 années qui lui restent. Voilà, mais en même temps, écoutez, ça c'est le. Personne n'en sait rien. C'est le serpent de mer en ce moment. Et Monsieur Dabi, personne n'en sait rien. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est intéressant, c'est intéressant, Christophe, ce que vous dites, parce que la rumeur parisienne aujourd'hui, c'est celle-là. C'est avec des gens qui semblent très bien informés. Emmanuel Macron va démissionner, etc. Moi, je n'y crois pas une minute. Je pense on a dit ça au moment des Gilets jaunes. Oui. Moi, j'y crois pas une minute. Constitutionnellement, quelle raison aurait-il de partir? Ça ne correspond pas à son tempérament du tout non plus, évidemment. Merci beaucoup, Christophe. Alors, une dernière chose, une dernière chose très rapide. Oui. On va en Chine. Où est la France? On représente qui? L'Europe ou la France avec Madame von der Leyen? Ça devient du n'importe quoi. Je suis désolé, mais ça devient du n'importe quoi. J'ai apporté mon point de vue. Eh ben, merci à vous. Comme on dit en breton, Fulgares Vras, Kenavo Richard. Merci beaucoup, Christophe. En tout cas, merci pour vos témoignages. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Françoise Degois. Merci beaucoup, Frédéric Dabi. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va vous parler emploi. Et je peux vous assurer que, à mon avis, si vous saviez ce qui se passe dans ce studio, c'est impressionnant. Voilà. Il y a de l'uniforme. Il y a de la gendarmerie, des militaires, des anciens pompiers. Il ne peut rien nous arriver à part trouver du travail avec Jérôme Laverny dans un instant. Restez avec nous, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. À tout de suite.